Ma belle-mère a mis quelque chose d'étrange dans mon verre quand elle pensait que je ne regardais pas. Un cocktail spécial pour mon gendre préféré, a-t-elle dit avec un sourire. J'ai remercié, puis discrètement échangé les verres. J'ai donné le mien à son mari, celui qui critiquait toujours ma carrière. 45 minutes plus tard. J'ai toujours eu des doutes sur les intentions de ma belle-mère. Mais ce jour-là, elle a franchi toutes les limites. Elle m'a offert un verre avec un sourire tellement forcé qu'une alarme s'est déclenchée en moi. La façon dont elle me regardait, comme si elle attendait quelque chose. J'ai suivi mon instinct, et c'est là que tout a commencé à s'effondrer, mais pas pour moi. Je m'appelle Julien Mercé, j'ai 32 ans et je suis photographe indépendant, basé à Asheville, en Caroline du Nord. J'ai construit mon entreprise à partir de rien, mariage, faune, reportage pour des magazines, le genre de boulot qui paie les factures si on est bon. Et je le suis. Mais pour mes beaux-parents, surtout Diane, ce n'était jamais assez. Alors, ton petit hobby de photographe, ça marche, demandait Gérald pendant les dîners de famille, sans même essayer de cacher son mépris. Il était banquier d'investissement, le genre d'homme qui mesure la réussite en mètres carrés et en actions. Chaque dîner du dimanche chez eux, c'était la même chose, Diane couvrait sa fille d'attention pendant que Gérald m'interrogeait sur mes finances. Ma femme, allait, me serrait la main sous la table, une excuse silencieuse pour ses parents. Cette semaine-là, j'étais épuisé. J'avais passé des jours dans le Montana, au milieu de la neige, à photographier des bisons pour National Geographic. Mais Allais insistait pour qu'on ne rate pas le dîner d'anniversaire de sa mère. Juste quelques heures, elle avait promis. J'aurais dû écouter ce nœud dans mon estomac quand Diane m'a coincé dans la cuisine. La façon dont ses yeux regardaient autour d'elle avant de me tendre ce verre. Le léger tremblement de ses doigts quand elle a dit « Je l'ai fait spécialement pour toi ». Quelque chose clochait. Mais je n'avais aucune idée à quel point ça allait déraper. Allais et moi, on s'est rencontrés il y a 6 ans, lors d'une expo d'art où mon travail était à l'honneur. Elle terminait son master en sciences de l'environnement, et moi je commençais à me faire un nom en tant que photographe. La connexion a été immédiate. Elle comprenait mon désir de capturer le monde à travers un objectif. Et j'admirais sa passion pour le protéger. Ses parents, c'était une autre histoire. Dès la première rencontre, Gérald a clairement fait comprendre qu'il s'attendait à un autre type d'homme pour sa fille. Quelqu'un avec un emploi stable, un plan de retraite, une voiture de fonction, quelqu'un exactement comme lui. Diane était plus subtile. Elle complimentait mes photos, mais demandait quand j'allais me poser avec quelque chose de plus stable. Elle m'invitait aux réunions de famille, mais me présentait comme le photographe, jamais comme son gendre. Pendant des années, j'ai essayé de les conquérir. J'apportais des bouteilles de vin cher au dîner, je montrais mes publications, je parlais de mes clients prestigieux. Rien ne changeait l'image qu'ils avaient de moi, un passager dans la vie de leur fille, une face qu'elle finirait par dépasser. À Noël dernier, j'ai surpris Diane au téléphone. Allais aurait pu épouser Thomas, tu sais? Un orthopédiste, une famille riche. Mais elle a choisi le créatif. La pause avant créatif faisait passer ce mot pour une maladie. Gérald était encore plus direct. Quand on a annoncé qu'on essayait d'avoir un enfant, il m'a pris à part et m'a dit. Les enfants, ça coûte cher, fiston. Tu devrais peut-être envisager un vrai boulot avant d'en mettre un au monde. Je n'en ai jamais parlé à Allais. Elle aimait ses parents, malgré tous leurs défauts. Et je ne voulais pas la forcer à prendre parti. Alors je souriais, je serrais la main de Gérald fermement, je complimentais la cuisine de Diane, et je gardais tout pour moi. Mais il y avait des signes que j'aurais dû prendre plus au sérieux. Comme le moment où Diane appelait Allais à l'aide dans la cuisine dès que je parlais d'un projet réussi. Ou quand elle oubliait de me faire figurer sur les photos de famille. Ou encore cette fois où Gérald a suggéré une thérapie pour les décisions impulsives de Allais, tout en me regardant droit dans les yeux. J'ai tout ignoré, pensant qu'il finirait par m'accepter avec le temps. Je me trompais. Ce vendredi, jour du dîner d'anniversaire de Diane, je suis revenu du Montana le visage brûlé par le vent glacé et avec une carte mémoire remplie d'images qui allaient payer notre loyer pour 3 mois. J'étais épuisé. Mais j'ai pris une douche, mis une chemise propre, et conduit jusqu'à leur maison coloniale, dans le quartier le plus huppé de la ville. Le dîner a commencé normalement. Gérald se vantait d'une récente opération financière, Diane ajustait ses couverts pour la 100e fois. Le frère de Allais, Owen, et sa femme Vanessa, faisaient la conversation polie. Moi,
Je buvais ma bière en comptant les minutes jusqu'au départ. Après le plat principal, Diane a annoncé qu'elle avait préparé sa fameuse sangria pour le dessert. Elle a disparu dans la cuisine, et je me suis proposé pour aider à apporter les verres. C'est là que je l'ai vue. Elle avait 2 verres à part des autres. Quand je suis entré, elle a rapidement versé quelque chose d'un petit flacon dans l'un d'eux. Ce n'était ni de la décoration ni un arôme. C'était incolore, probablement sans odeur. Et elle a caché le flacon dès qu'elle a entendu mes pas. « Oh, Julian, laisse-moi faire », dit-elle avec un enthousiasme exagéré. « Celui-ci est pour toi. Une recette spéciale pour mon gendre préféré. » Ma gorge s'est serrée. Le verre avait une fine pellicule presque imperceptible à la surface, brillant sous la lumière. « Laisse-moi t'aider à les porter », ai-je répondu, en prenant les 2 verres. Dans la salle à manger, Gérald était au téléphone, sans même lever les yeux quand je me suis approché. « De la sangria, monsieur ?» J'ai posé le verre trafiqué devant lui. Et au lieu de boire, j'ai prétexté que je préférais de l'eau avec le dessert. 45 minutes plus tard, Gérald était pâle, en sueur, courant aux toilettes. Les bruits de sa nausée résonnaient dans toute la maison. Le visage de Diane a perdu toute couleur quand elle a compris ce qui s'était passé. Nos regards se sont croisés, et à cet instant, j'ai su 2 choses avec une certitude absolue. Ma belle-mère avait essayé de m'empoisonner. Et elle savait que je le savais. Je n'ai pas réagi. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai simplement mangé ma part de gâteau au chocolat pendant que Ale courait voir comment allait son père. Au milieu du chaos, Gérald répétant que ça devait être une intoxication alimentaire, Diane bafouillant quelque chose à propos de fruits de mer avariés, j'ai discrètement glissé dans ma poche le verre qui m'était destiné. Quelque chose en moi a changé à ce moment-là. La colère que je ressentais n'était pas chaude, explosive. Elle était froide. Calculée. Je n'allais pas laisser passer ça. Mais je n'allais pas me battre à leur manière non plus. J'allais leur faire voir exactement qui ils étaient. Le lundi suivant, j'ai apporté le verre à Jason, un ancien client qui travaillait désormais dans un laboratoire de toxicologie et de psychologie légale. « Personnel ou professionnel ?» a-t-il demandé en entendant ce que je voulais faire analyser. « C'est une affaire de famille », ai-je répondu. 3 jours plus tard, il m'a appelé. « Julian, il y avait des benzodiazépines dans la boisson. Rien de mortel, mais assez pour assommer quelqu'un pendant des heures, peut-être même provoquer des pertes de mémoire. Tu l'as eu où, cette boisson ? » Je l'ai remercié et lui ai demandé un rapport écrit. Je n'ai pas répondu à sa question. Ce soir-là, j'ai dit à Ale que je voulais faire une pause avec les dîners du dimanche. J'ai expliqué que je devais me concentrer sur une exposition à venir. Elle était déçue, mais elle a compris. Je ne lui ai pas parlé des résultats du test. Pas encore. Je devais d'abord en savoir plus. Durant les 2 semaines suivantes, j'ai mené mon enquête. J'ai découvert que Diane avait des ordonnances de Xanax provenant de 3 médecins différents. Elle doublait et même triplait les doses depuis des années. J'ai aussi entendu des rumeurs sur elle en ville, des comportements étranges lors de fêtes chez les voisins, des accusations de vol de bijoux au club où elle était membre, des histoires que la famille faisait tout pour étouffer. J'ai tout rassemblé. Et j'ai attendu le bon moment. Il est arrivé quand Ale a mentionné que sa mère avait besoin de photos pour son profil sur les réseaux sociaux. Elle a demandé expressément que ce soit toi qui les prenne, a dit Ale, étonné. J'ai accepté. Le samedi suivant, je suis allé chez eux, seul. Mon sac photo dans une main, une enveloppe scellée dans l'autre. Diane m'attendait, habillée avec des vêtements coûteux, maquillage impeccable. Gérald est dans son bureau, a-t-elle précisé. Avant de commencer, ai-je dit à voix basse, je pense que tu devrais voir ça. Je lui ai tendu l'enveloppe, à l'intérieur se trouvait le rapport toxicologique et les copies de ses multiples prescriptions. Ses mains tremblaient en lisant. C'est ridicule, murmura-t-elle. Jamais je ne ferai une chose pareille. On sait tous les deux ce qui s'est passé, les jeux interrompus. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi. Son visage s'est durci. Tu n'es pas assez bien pour ma fille. Tu ne le seras jamais. Un homme doit offrir de la sécurité. Pas des photos. Et droguer le mari de ta fille, c'est ça, la sécurité, ai-je demandé calmement. Je ne voulais pas te faire de mal, s'est-elle défendue. Juste te rendre malade, te faire rater cette ridicule ouverture de galerie dont tu parles depuis des mois.
Montrer à Haley que tu n'es pas fiable. J'ai laissé le silence s'installer. Voilà ce qu'on va faire, ai-je dit enfin. Tu vas dire à Gérald ce que tu as fait. Ensuite, vous allez tous les deux commencer à me traiter avec respect. Pas parce que vous avez changé d'avis sur moi. Mais parce que, si vous ne le faites pas, Haley découvrira exactement qui sont ses parents. Diana rit. Mais c'était un rire creux. Elle ne te croira jamais à notre place. J'ai pris mon sac. Peut-être pas. Mais elle croira le rapport du laboratoire. Les ordonnances. Les voisins que vous avez fait fuir. Tu es prête à risquer ta relation avec ta fille pour ça? Je suis parti sans prendre une seule photo. Ce soir-là, Diane a appelé Haley en pleurant, disant que j'avais été impoli pendant la séance. Que j'avais été hostile, voire menaçant. Quand Haley m'a confronté, je ne pouvais plus cacher la vérité. Je lui ai tout montré, le rapport, les ordonnances, même de vieux messages de sa mère qui devenaient de plus en plus agressifs au fil des années. Ma mère ne ferait jamais ça, répétait-elle. Mais sa voix manquait de conviction. Le lendemain, elle a confronté ses parents. Je n'étais pas présent. Quand elle est rentrée à la maison, ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Papa dit que c'est un malentendu, a-t-elle murmuré. Que tu essaies de créer un conflit entre nous parce que tu te sens menacé par ta carrière. J'ai simplement hoché la tête. Je m'y-attendais. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Elle s'est simplement allongée sur le lit et m'a tourné le dos. J'avais riposté. Mais d'une certaine façon, j'étais encore plus tombé dans leur piège. Maintenant, c'était moi le méchant dans l'histoire. Et ils avaient réussi à semer le doute, dans l'esprit de la seule personne dont l'opinion comptait vraiment pour moi. Pendant 2 semaines, Haley m'a à peine adressé la parole. Elle allait seule chez ses parents. Elle revenait les yeux rouges, avec de nouvelles incertitudes. Je me suis enfoui dans le travail, passant des heures dans mon studio à attendre que la tempête passe. Jusqu'au jour où un colis est arrivé. Sans expéditeur. Juste mon prénom, écrit à la main d'une manière étrange. À l'intérieur, une clé USB. Et un mot. Tu dois voir ça. Vanessa, la femme d'Owen. Sur la clé, des vidéos. Des enregistrements de la caméra de sécurité de la maison de Gérald et Diane. Les horaires correspondaient à la soirée du dîner. On y voyait Diane, dans la cuisine, ajoutant clairement quelque chose dans un verre. On me voyait entrer et prendre les 2 verres. On voyait Gérald boire dans le verre trafiqué. Mais il y avait plus. Des vidéos enregistrées après notre départ. Diane en train de crier sur Gérald, lui reprochant d'avoir bu le mauvais verre. Gérald lui répondant en hurlant. « Ce n'est pas la première fois que tu fais un truc pareil. » J'ai regardé les vidéos 3 fois, essayant de digérer ce que je voyais. Ce n'était pas juste la confirmation des actes de Diane, c'était la preuve d'un schéma, la preuve que Gérald savait. La vidéo suivante datait de 2 jours après le dîner. Diane et Gérald discutaient dans le salon, à mon sujet. « Il sait ce que tu as fait, » dit Gérald. « Et alors ?» répondit Diane. « C'est sa parole contre la mienne. Haley ne le choisira jamais lui plutôt que sa famille. Et si elle le fait, alors ce n'est pas la fille que j'ai élevée, dit-elle froidement. T'inquiète pas. J'ai déjà commencé à lui parler des problèmes dans leur couple. Je plante les graines, quand j'en aurai fini, elle demandera le divorce en pensant que c'est son idée. J'ai refermé l'ordinateur les mains tremblantes. Ce n'était pas juste contre moi, c'était un effort systématique pour contrôler la vie de Haley, pour l'éloigner de toute personne qui ne correspondait pas à leur vision. Et il faisait ça depuis des années. J'ai appelé Vanessa immédiatement. « Pourquoi tu m'as envoyé ça ?»« Parce qu'ils m'ont fait la même chose quand j'ai épousé Owen, » dit-elle à voix basse. « Ils ont essayé de nous séparer pendant 2 ans, disaient que je n'étais pas assez bien. Ils ont presque réussi. Pourquoi tu ne nous as rien dit ?»« Owen ne sait pas, » avoua-t-elle. Il idolâtre son père, croit tout ce qu'il dit. J'ai essayé de lui en parler, mais il pense que je suis parano. Je pouvais pas les laisser refaire ça à quelqu'un d'autre. Le lendemain, j'ai reçu un message de Gérald. On doit parler. D'homme à homme. Sans les épouses. Je l'ai retrouvé au country club. Il était dans une salle privée, un verre de bourbon à la main. Julian, commença-t-il.
Les familles, c'est compliqué. Ma femme, elle peut être dure. Protectrice. Mais elle a de bonnes intentions. Droguer quelqu'un, c'est avoir de bonnes intentions, ai-je demandé. Il a fait un geste de la main, comme si ce n'était rien. Un malentendu. Diane prend des anxiolytiques. Elle a sûrement échangé les verres sans faire exprès. J'ai les enregistrements de sécurité, Gérald. Son visage a changé instantanément. Froid. Calculateur. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? C'est ça? J'ai toujours su que tu avais épousé Ale par intérêt. Je veux que vous nous laissiez tranquilles, ai-je dit calmement. Arrêtez d'essayer de convaincre Ale que je ne suis pas à la hauteur. Arrêtez de vous mêler de notre mariage. Gérald s'est penché en avant. Tu crois que c'est la première fois qu'on gère un type comme toi? Des gens qui veulent profiter de notre famille? Il a ri. Ale va rentrer à la maison, là où est sa place. Elle revient toujours. Demande-lui pour Thomas. Son fiancé d'avant toi. J'ai eu un frisson. De quoi tu parles? Ale était fiancé avant de te rencontrer. Un bon gars. Médecin. Mais on n'aimait pas son passé. Il a fallu 6 mois pour la convaincre qu'il n'était pas bon pour elle. Elle a tout arrêté, elle est revenue en pleurant dans les bras de papa. Il a souri. L'histoire se répète, mon gars. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Bethany, une amie d'université de Ale. Oh mon Dieu, dit-elle. C'était horrible. Il était parfait pour elle, mais ses parents, ils l'ont convaincu qu'il la trompait. Ils ont même fabriqué des preuves. Il a essayé de lui dire la vérité, mais quand il l'a fait, elle ne lui faisait déjà plus confiance. Le schéma était maintenant clair. Ce n'était pas juste contre moi. C'était une question de contrôle. Un contrôle total sur la vie de leur fille. Et il l'avait déjà fait auparavant. Je n'ai pas confronté Ale immédiatement. J'ai commencé à rassembler toutes les preuves possibles. J'ai parlé avec Thomas, qui était d'abord réticent, mais quand je lui ai expliqué la situation, il m'a envoyé de vieux emails entre lui et Ale montrant comment ses parents avaient saboté leur relation, étape par étape. J'ai contacté d'autres ex-petits amis, d'anciens amis de Ale qui avaient mystérieusement disparu de sa vie. Un schéma est apparu, toute personne qui encourageait Ale à devenir plus indépendante était peu à peu écartée. Vanessa m'a envoyé d'autres enregistrements, où Diane et Gérald discutaient de leur projet à notre sujet. Dès qu'ils divorcent, on la convainc de revenir à la maison, disait Gérald dans un extrait. Elle pourra gérer la fondation, rencontrer des hommes convenables. J'ai tout réuni sur une seule clé USB. Puis j'ai invité Owen et Vanessa à dîner, sans rien dire à Ale. J'étais sur le point de détruire l'image qu'elle avait de sa famille. Au moment du dessert, j'ai branché mon ordinateur à la télévision. Il y a quelque chose que vous devez voir. Pendant 1 heure, nous avons regardé les enregistrements ensemble. Ale restait immobile, le visage pâle. Owen secouait la tête sans arrêt, murmurant. Ce ne sont pas mes parents. Quand ce fut terminé, Ale s'est tournée vers moi, les larmes coulant sur ses joues. Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Parce que je voulais que tu vois par toi-même, ai-je répondu. Tout? Pas seulement ce qu'ils m'ont fait, mais ce qu'ils t'ont fait toute ta vie. Owen s'est levé, furieux. Tu as trafiqué ces vidéos. Mes parents ne feraient jamais ça. Vanessa lui a touché le bras. Ils nous l'ont fait à nous aussi, Owen. Tu te demandes pourquoi ils ont commencé à m'apprécier après la naissance de James. Parce qu'avec un petit-fils, ils ont de l'influence. Du contrôle. Owen a blêmi. Tu ne m'as jamais dit ça. J'ai essayé, a-t-elle murmuré. Mais tu ne voulais pas m'écouter. Plus tard dans la soirée, Ale s'est allongée à côté de moi dans le lit. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, dit-elle doucement. Mais je te crois. Et je suis désolé d'avoir douté de toi. Le lendemain matin, Diane a appelé Ale. Elle a mis le haut-parleur. Chérie, je pensais que, tu devrais venir passer quelque temps avec nous, dit Diane, d'un ton enjoué. Ton père et moi, on s'inquiète pour toi. Le mariage est difficile, et parfois une séparation peut apporter de la clarté. Maman l'interrompit Ale. J'ai vu les vidéos. Silence. Quelle vidéo? Les caméras de sécurité. Où on te voit mettre quelque chose dans le verre de Julien. Où on vous entend, toi et papa,
comploté pour détruire mon mariage. Nouvelle pause. Allez, quoi qu'il t'ait montré, c'était manipulé. Tu sais que Julien a toujours été jaloux de notre famille. Assez, dit Allais d'une voix ferme. On vient chez vous ce soir. Tous? Owen, Vanessa, Julien et moi. On va parler de tout ça, en famille. Plus de mensonges. Après avoir raccroché, Allais s'est tourné vers moi. Ils vont tout nier. Ils vont essayer de retourner ça contre toi. J'ai hoché la tête. Je sais. Et c'est quoi, notre plan? Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Je pense qu'il est temps que tes parents rencontrent le vrai moi. Pas juste celui qui prend des photos. Celui qui sait raconter une histoire. Ce soir-là, nous sommes allés chez Gérald et Diane avec mon matériel de tournage. Owen et Vanessa étaient déjà là, assis raides dans le salon. Gérald avait l'air confiant. Je comprends qu'il y ait eu un malentendu. Aucun malentendu, l'ai-je interrompu en installant mon trépied. Je documente cette conversation pour les archives de la famille. Diane a immédiatement protesté. C'est une affaire privée, de famille. Exactement, ai-je répondu. Une affaire de famille. Et je fais partie de la famille, même si vous avez tout fait pour que ça ne soit pas le cas. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons tout mis sur la table, le verre trafiqué, les manipulations, Thomas, les autres ex, le schéma qui avait façonné toute la vie de Allais et Owen. Gérald et Diane ont, bien sûr, tout nié. Ils m'ont traité d'instable, de manipulateur. Mais à chaque dénégation, je montrais une autre vidéo, un autre email. Leur visage pâlissait, leurs mensonges devenaient moins assurés. Finalement, Allais s'est levé. Je vous aime. Vous êtes mes parents. Mais ce que vous avez fait est impardonnable. Vous ne contrôlerez plus ma vie. Owen a approuvé. Nous sommes des adultes. Nous choisissons nos partenaires. Notre propre voie. Diane s'est mise à pleurer, non pas par remords, mais parce qu'elle sentait qu'elle perdait le contrôle. Gérald est resté figé, stupéfait, comme incapable de comprendre que ses enfants le défiaient. Alors que nous nous apprêtions à partir, j'ai tendu une clé USB à Gérald. Tout est là, les vidéos, les emails, les témoignages. C'est à vous. Et ça veut dire quoi? Demanda-t-il, méfiant. Ça veut dire que je ne vais pas détruire votre réputation en diffusant ça. Parce que ça ferait du mal à Allais, et je ne ferai jamais ça. Je me suis arrêté une seconde. Mais si vous essayez encore une fois d'interférer dans notre mariage, de manipuler Allais ou de parler contre moi, des copies seront envoyées à chaque membre de votre club de golf, à vos partenaires d'affaires et à toute votre précieuse sphère sociale. Pour la première fois depuis notre rencontre, Gérald me regarda avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Je t'ai sous-estimé. Oui, répondis-je simplement. Tu l'as fait. 6 mois passèrent. Allais et Owen commencèrent une thérapie pour affronter les dégâts causés par leurs parents. Diane et Gérald gardèrent leur distance, envoyant parfois un message, mais respectant les limites que nous avions imposées. Puis, pendant les fêtes de fin d'année, ils nous invitèrent à dîner. Un nouveau départ, disait l'invitation. Ce sont toujours mes parents, dit Allais. Et ils essaient. J'étais d'accord. Mais je n'étais pas assez naïf pour croire qu'ils avaient changé. Quand nous sommes arrivés, tout semblait normal. Diane avait préparé un véritable festin. Gérald était charmant, me posant des questions sur mes projets récents avec un intérêt qui paraissait sincère. Après le dîner, Gérald m'invita dans son bureau. J'ai une proposition à te faire, dit-il en servant un scotch. J'ai réfléchi à ta carrière. La photographie, bon, c'est bien pour toi, mais as-tu pensé à diversifier? Je peux t'intégrer à mon cabinet. Un poste d'associé junior. Le salaire serait très confortable. Je pris le verre, mais n'abuse pas. Pourquoi tu ferais ça? Tu fais partie de la famille, dit-il doucement. Et je respecte la manière dont tu as géré le malaise. Tu as protégé ma fille et tenu ta position. C'est ce qu'un vrai homme ferait. Je posai le verre, intact. Merci pour l'offre. Mais non. Son sourire se crispa. Julien, sois raisonnable. C'est un geste de paix. Une façon d'aller de l'avant. Non, répétai-je. C'est une nouvelle tentative de contrôle. Tu ne peux pas m'acheter, Gérald.
Et tu ne supportes pas que Allais m'aime telle que je suis. Ne sois pas stupide, siffla-t-il, laissant tomber le masque. Tout le monde a un prix. Je me levai. C'est là que tu te trompes. Et c'est pour ça que tu ne comprendras jamais ta fille. Je suis retourné dans la salle à manger, où Diane montrait des albums photos à Allais. Regarde, disait-elle. Tu étais tellement heureuse quand tu vivais ici. Allais croisa mon regard à travers la pièce. Elle comprit à mon expression que quelque chose s'était passé. J'inclinai légèrement la tête, et elle se leva. Maman. Papa, annonça-t-elle d'une voix ferme. J'ai quelque chose à vous dire. Tous se tournèrent vers elle. Nous allons avoir un bébé. Julien et moi. Je suis enceinte de 3 mois. Le choc sur leur visage était réel. Diane se remit la première, courant pour enlacer sa fille, les larmes aux yeux. Gérald s'approcha plus lentement, regardant Allais puis moi. Félicitations, dit-il, raide. Merci. Puis je baissai la voix, assez pour qu'il soit le seul à m'entendre. Cet enfant ne sera jamais une pièce sur ton échiquier. Je te le promets. Son visage se durcit, mais il acquiesça d'un signe de tête, il avait compris le message. Sur le chemin du retour ce soir-là, Allais me serra la main. Ils ne changeront jamais, pas vrai? Non, répondis-je honnêtement. Mais ils devront accepter ce que nous avons. 3 semaines plus tard, nous avons reçu une lettre recommandée de l'avocat de Gérald. À l'intérieur, il y avait l'acte de propriété de la maison, celle que nous louions, ainsi que des documents juridiques établissant un fonds fiduciaire pour notre fille, qui n'était même pas encore née. Pas de mots. Aucune condition. Aucune attente. Juste un transfert de biens, clair et irrévocable. Ce n'étaient pas des excuses, Gérald n'en était pas capable. Mais c'était une reconnaissance. Peut-être la seule qu'il pouvait offrir. Une reconnaissance que nous avions gagnée. Notre fille est née en été. Nous l'avons appelée Elisa, en hommage à ma grand-mère. Quand Diane et Gérald sont venus à l'hôpital, ils ont apporté des cadeaux, mais gardé une distance respectueuse. Ils se sont émerveillés devant le bébé, ont pris des photos, et sont partis sans nous donner de conseils parentaux ni de leçons financières. Les mois ont passé, et notre relation avec eux s'est stabilisée à quelque chose qui ressemblait à une cohabitation normale. Ils ne se sont jamais excusés pour ce qu'ils avaient fait, mais ils ont cessé d'essayer de contrôler la vie de Allais ou de saboter ma carrière. Un soir, alors que j'éditais des photos dans le studio, Allais entra avec Elisa dans les bras. Ma mère a appelé, dit-elle. Elle veut qu'on vienne passer Noël chez eux. Je levai les yeux de l'ordinateur. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je pense qu'on devrait y aller, répondit-elle. Mais à nos conditions. On loge à l'hôtel, pas chez eux. On part quand on en a envie. Et pas de moment seul avec Elisa. Je hochai la tête. Ça me paraît juste. Elle s'assit à côté de moi, berçant doucement notre fille. Tu sais, avant, je pensais que réussir, c'était rendre mes parents fiers. Obtenir leur approbation, répondre à leurs attentes. Mais maintenant. Elle regarda notre fille, puis moi. Maintenant je sais que réussir, c'est faire des choix dont je suis fier. C'est rester auprès des gens que j'aime. 2 semaines avant Noël, un grand colis de Gérald est arrivé. À l'intérieur, il y avait une brochure glacée avec le rapport annuel de son entreprise. Mes photos y étaient partout, paysages, portraits, photos d'architecture. Des travaux que j'avais réalisés selon mes propres conditions, sans aucune interférence de sa part. Il y avait un petit mot. J'ai engagé le meilleur photographe que je connaisse. Je me suis dit que tu aimerais en avoir un exemplaire. Ce n'était ni un pardon, ni une réconciliation. C'était autre chose. Du respect, peut-être. La reconnaissance que j'avais atteint le succès à ma manière, part à la sienne. Je ne l'ai pas appelé pour le remercier. Nous savions tous les deux que ce n'était pas une question de gratitude, c'était une façon de reconnaître les nouvelles limites, la nouvelle réalité. Au printemps suivant, j'ai ouvert ma propre galerie au centre-ville de Nashville. Le jour de l'inauguration, Allais était à mes côtés, avec Elisa dans les bras. Mes parents étaient venus de l'Oregon. Des amis et des clients remplissaient l'espace, admirant les images que j'avais capturées au fil des années. Gérald et Diane sont venus aussi. À la fin de la soirée, ils sont partis tôt. Diane a tenu Elisa un court instant, sous le regard attentif de Allais. Gérald m'a serré la main,
a fait un signe d'approbation sincère devant les photos, puis est parti sans émettre la moindre opinion sur la façon dont je devrais gérer mon entreprise. Alors que nous fermions la galerie ce soir-là, Ale m'a demandé. « Tu crois qu'ils ont changé ?» J'ai réfléchi un instant avant de répondre. « Non, ai-je dit finalement. Mais ils ont accepté qu'ils ne peuvent pas nous changer. Et parfois, c'est suffisant. » Plus tard, assis sur le porche, regardant les étoiles apparaître au-dessus des montagnes, avec Elisa endormie dans son berceau à l'étage, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais su formuler jusqu'à présent. Je n'ai pas gagné en jouant au jeu de Gérald et Diane. J'ai gagné précisément parce que j'ai refusé d'y jouer. J'ai tenu bon, j'ai protégé ce qui comptait, et j'ai construit ma vie selon ma propre définition du succès. Pas avec des manigances ou des manipulations, mais avec honnêteté et persévérance silencieuse. En fin de compte, c'était là la plus belle revanche possible, vivre bien, à ma façon, avec la famille que j'aime à mes côtés. Commentaire Monsieur Reddit. Quelle histoire puissante et touchante. Elle nous rappelle que parfois, le plus grand acte de rébellion, c'est de vivre selon nos propres termes, avec intégrité et amour. Ce n'est pas toujours facile, surtout face à des personnes qui essaient de contrôler ou manipuler, mais poser ses limites, protéger ce qu'on aime et construire une vie qui nous ressemble, c'est ça le vrai courage. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Auriez-vous eu la même force que Julien? Partagez vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.